silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Al cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Je me regarde au miroir. Je pense, qu'est-ce que cela peut vouloir dire d'être apatride? J'ai quitté mon pays il y a bien longtemps. Mes racines ont été éradiquées à ce moment-là. C'est une sensation bizarre. Je me demande où elles se trouvent maintenant. Je me réponds toujours que, maintenant, elles se trouvent dans le ciel. Cependant, parfois j'aimerais leur offrir un endroit précis pour qu'elles puissent pousser, grandir, fleurir, comme une belle plante, comme un bel arbre. Je me demande si les Sahraouis imaginent aussi leurs racines dans le ciel, quand il fait nuit, et s'ils peuvent percevoir les mêmes étoiles qui illuminent leur désert. Puis je pense que leurs racines sont cachées dans ce même désert, celui du Sahara occidental. Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est situé entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. À cette époque, l'Espagne est dans une situation interne très délicate. Franco meurt cette même année. Après un certain nombre de pourparlers, dont l'accord de Madrid qui n'aboutissent pas, l'Espagne finit par se désintéresser et cède le territoire sahraoui au Maroc et à la Mauritanie. Suite à cet accord avorté, c'est le Maroc qui envahit définitivement le territoire du Sahara occidental. Au résultat de cette invasion, le royaume du Maroc encourage environ 350 000 compatriotes à émigrer en terre sahraoui. La population native est obligée de s'enfuir. Elle est accueillie en territoire algérien, dans des campements de réfugiés qui continuent d'exister depuis 1975. Le Front Polisario parvient à récupérer un 20% de l'ancienne colonie espagnole. Cependant, la majorité est toujours occupée et les Sahraouis restent dans les camps de réfugiés situés sur le territoire algérien. Un mur appelé le mur de la honte, large de 5 km sur au moins 2720 km de long, divise les deux territoires du Sahara occidental. En 1991, l'ONU parvient à obtenir un cessez-le-feu entre les deux parties en vue de permettre un référendum qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas eu lieu. De ce fait, la situation stagne au détriment des populations indigènes. Peut-être dû au fait que les choses n'ont pas vraiment bougé depuis, en début du mois de novembre 2020, le cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario a pris fin et la guerre est de nouveau d'actualité. Une guerre réduite au silence par l'Occident lui-même, une résistance nécessaire et un peu désespérée pour récupérer un territoire qui leur appartient. السلحين والعزم معاه يبانوا والعزم معاه يبانوا Environ 175 000 habitants occupent les 5 camps de réfugiés sahraouis créés en 1975 dans le sud-ouest de l'Algérie, administrés par les autorités du Front Polisario et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ils s'appellent El Ayoun, Auxerre, Smar
Bouchtour et Dakhla, en souvenir des 5 villes du Sahara occidental, actuellement occupées par le Maroc. Les camps de réfugiés sont situés au milieu d'un désert poussiéreux et surpeuplé près de Tindouf, la principale ville régionale du sud-ouest de l'Algérie. Réfugiés en territoire algérien depuis plus de 40 ans, les Sahraouis sont toujours bloqués au milieu du désert. Le silence des médias et l'absence d'un projet concret pour résoudre cette situation les enferment dans une incertitude sans fin à laquelle la communauté internationale reste indifférente. Dans le domaine humanitaire, écouter ne suffit pas. Il faut agir. Une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York ne devrait pas être nécessaire pour fournir de l'aide humanitaire. En effet, il semble évident que les questions humanitaires, politiques et économiques ne devraient en aucun cas entraver leur travail réciproque. En 2009, nous avons reçu la visite d'Antonio Guterres, à l'époque haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Au cours de sa visite, Antonio Guterres a prononcé un discours à Smara, l'un des 5 camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Ce discours était très clair. Nous sommes ici pour soulager vos problèmes, comme un paracétamol pourrait le faire. Mais l'antibiotique est à New York. Aux États-Unis, c'est là que les décisions sont prises. Le nouveau haut-commissaire pour les réfugiés a même du mal à assurer le service du paracétamol. Il est donc important de se rappeler que le mandat humanitaire ne se limite pas à fournir de l'aide. Tout le monde, le CICR, le HCR, le Croissant Rouge, les ONG fournissent de l'aide. Mais leur autre rôle est de sensibiliser la communauté internationale pour qu'elle mette fin au conflit et à l'augmentation des réfugiés, car cela est un échec pour nous. Et chaque jour qui passe est un nouvel échec.
nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que al futuro, que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Ici, chaque politique à mener est livrée aux difficultés logistiques d'un camp de réfugiés perdu au milieu du désert. Tout intègre des enjeux économiques, matériels et humains. Es grande igual. Es muy grande. Sí. Ici à l'hôpital, nous aidons de mieux que nous pouvons avec notre infrastructure. Les cas les plus compliqués sont envoyés à Tindouf, Béchar, Oran, en Espagne ou en Italie. Les médicaments arrivent dans les camps grâce au projet, grâce à la coopération. Mais aujourd'hui, il est presque impossible de trouver des médicaments dans les camps. Avec le Covid-19, la plupart des projets de coopération ont diminué. Nombreuses sont les agences européennes qui ont cessé d'aider les camps pour faire face à leurs propres problèmes en Occident. Ce n'est pas tant le Covid lui-même qui a affecté le peuple sahraoui, mais plutôt les arrêts dans les projets de coopération qui ont durement touché le service des Sahraouis dans les camps, à la fois dans le manque de médicaments et de nourriture. Ce n'est pas la première fois que je voyage au campement de Tindouf, mais cette fois je me retrouve dans une situation encore plus critique que les précédentes. La hausse des prix des denrées alimentaires a causé une baisse de 44% de l'aide humanitaire perçue dans les campements, car évidemment le budget de l'aide n'a pas augmenté avec les prix. Aujourd'hui, les Sahraouis doivent acheter pratiquement toute la nourriture dont ils ont besoin pour survivre au quotidien. Cependant, faute d'activité, leurs revenus ont drastiquement diminué. Il n'y a plus assez de travail dans les camps. En effet, le Covid-19 a interrompu toutes les activités d'échange entre eux et l'Europe, comme des projets de vacances en paix, des festivals, qui étaient aussi des sources de revenus pour les habitants des camps. Tout le commerce qui se faisait et passait entre l'Algérie et la Mauritanie a également été interrompu, en raison de l'arrivée du Covid et après la fin du cessez-le-feu. La sécheresse, qui dure depuis 4 ans dans ces territoires, complique clairement la situation qui est déjà assez difficile. Tout stagne, même la patience. Quand il y a un manque de la santé, la nourriture, l'éducation, quand cette prise en charge échoue, la santé psychique y est également affectée.
Le 13 novembre 2020, le Maroc est sorti de la zone tampon interdite aux armées pour expulser les manifestants civils sahraouis. À cette époque, des dizaines de Sahraouis avaient organisé un campement dans la zone connue sous le nom de Guerguerat. C'est dans cette zone que se trouve la brèche illégale ouverte par l'occupation marocaine et par laquelle passent quotidiennement des milliers de véhicules transportant des marchandises à vendre dans toute l'Afrique. C'est aussi l'un des principaux points d'où partent les mafias qui trafiquent la drogue depuis le Maroc et la font circuler sur tout le continent. Depuis que les Marocains ont attaqué les manifestants sahraouis, la guerre pour la libération du Sahara occidental a repris. De nombreux pays appellent maintenant à un cessez-le-feu, les mêmes pays qui, pendant 29 ans d'accords de paix, ont pillé les ressources naturelles du Sahara occidental. À cause de la guerre, sur les 40 000 à 60 000 personnes qui vivaient dans les territoires libérés, 4 749 ont été déplacées vers les camps sahraouis. Beaucoup sont allés en Mauritanie et d'autres entre Béchar et Tindouf, en Algérie, à la recherche de pluie et de pâturage pour leur bétail. Ces personnes ont reçu des rations du Programme alimentaire mondial pendant 3 mois, ainsi que d'autres aides ponctuelles, mais ne sont pas inclus dans l'aide humanitaire prévue mensuellement dans les campements. Nous utilisons également tout le stock d'urgence à cette fin, mais ce stock s'épuise. Ceux qui travaillent dans le domaine humanitaire doivent tout faire pour donner une visibilité à la situation du peuple sahraoui, pour sensibiliser la communauté internationale. Maintenant, le nouveau commissaire du HCR, Filippo Grandi, s'est rendu en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, au Mali. Pourquoi n'a-t-il pas également visité les camps ? Ont-ils peur du Maroc ? Où est le principe de neutralité ? Pourtant, les Sahraouis sont les plus anciens réfugiés du HCR. Les Sahraouis ne sont pas des réfugiés d'une catastrophe naturelle. Le plus important pour eux est de retourner dans leur pays, pas de recevoir de la nourriture. L'Irak, le Yémen, la Syrie sont rendus visibles. Mais pourquoi pas le Sahara occidental ? Comment briser ce dangereux mur du silence ? Ce n'est pas un travail politique, c'est aussi un travail humanitaire. La stagnation de la situation n'affecte pas seulement la population sahraoui, toujours forcée de vivre dans les camps de réfugiés de Tindouf, dans le sud de l'Algérie, mais aussi l'ensemble du territoire sahraoui. Les territoires gouvernés par le régime marocain ne ressemblent guère aux territoires détenus par le Front Polisario, ni aux morceaux de désert aride laissés par l'Algérie à ceux qui ont fui la guerre dans les années 1970 et 1980. Ces territoires, occupés par le Maroc, possèdent des phosphates, du pétrole, de l'or et l'une des plus importantes pêcheries du monde. Des entreprises de 39 pays différents exploitent ces ressources, bien que la résolution 1803-17 des Nations Unies stipule que la violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles est contraire à l'esprit et aux principes des Nations Unies, et entrave le développement de la coopération internationale pour la préservation de la paix. Pourtant,
Combien de pays exploitent ces ressources? Combien de pays profitent de la pêche, du pétrole, du phosphate? Ces pays, tranquillement assis sur ces abondants revenus, ont-ils vraiment intérêt que les choses changent, qu'un référendum ait lieu? Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas, y en la frente les ponen monedas, y en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Maintenant, je survole le désert. Je baigne mes pieds dans l'océan Atlantique. Je pense que, de l'autre côté, il y a tout ça. Loin, après l'horizon, c'est là que ces histoires se passent. Et je me demande qu'est-ce que cela doit faire d'être victime des intérêts des géants, d'être apatride à cause de cela. والعزم معاه يبان والعزم معاه